Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Juliette. Bonjour tout le monde. Et nous avons lu Un animal sauvage de Joël Dicker, paru cette année 2024 aux éditions Rosie & Wolf. Le contexte de sortie, c'est le 7e roman de Joël Dicker que je ne pense pas avoir besoin de vraiment présenter tant que ça, vu qu'il a écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber il y a 12 ans, et c'est le roman francophone le plus vendu de la décennie, avec 20 millions de lecteurs à travers le monde. Donc il est fort probable que nos auditeurs aient pu le lire. Et je crois que c'est ton cas aussi, Juliette. Tout à fait, j'étais un peu tombée après la hype, donc après l'adaptation sur télévision du bouquin. À l'époque, je suis désolée pour les grands fans de Joël Dicker, j'avais pas trop aimé. Et donc voilà, rebelote, je t'oblige à lire son dernier livre qui est donc son 7e. Et un point qui est assez intéressant, c'est que Joël Dicker est non seulement auteur, mais il est aussi un peu cette nouvelle vague d'auteurs un peu entrepreneur, puisqu'il a créé sa propre maison d'édition. À la mort de son ancien éditeur, il a décidé en fait de s'auto-éditer. Et donc les éditions, comme je le disais, Rosie & Wolf, en fait, c'est ses éditions à lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est un peu partout sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu sur mon TikTok, je l'ai vu sur mon Instagram. Évidemment, pour préparer l'émission, c'est cet épisode, j'ai écouté une émission de France Culture où il était interviewé. Et donc, il y a ce côté où il donne de sa personne, il est très très présent. Je pense qu'il a bien raison parce qu'il est plutôt mignon, il passe vachement bien. Je pense que c'est quelqu'un qui médiatiquement est assez fort. Je comprends pourquoi à chaque fois c'est un succès en librairie. D'ailleurs là, il est au top des ventes. Il mouille la chemise, quoi. Il a une grosse présence médiatique et il aime bien cet aspect-là de son travail, ça se voit, il a une aisance à parler dans les médias qui est assez impressionnant, je veux dire. On n'est pas du tout dans cette image de l'auteur dans sa tour d'ivoire qui ne parle pas aux journalistes, qui ne parle pas aux lecteurs ni aux critiques. Lui, il est vraiment dans l'arène à essayer de nous vendre ce livre. Et donc, on l'a lu, Un animal sauvage. C'est assez difficile à résumer, mais on va essayer de le faire, Juliette. Bon courage. Oui, c'est assez compliqué. Donc, ça se passe en 2022. Et on sait d'entrée de mise qu'il y a un braquage dans une grande bijouterie à Genève. Et on sait aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a 2 couples. Donc, il y a le couple de Sophie et Arpad qui vivent dans une maison... La maison de verre, non ? Ouais, la maison de verre. Donc, eux, ils habitent dans la maison de verre. Il y a un autre couple qui est celui de Greg et de Karine, qui, eux, vivent dans ce qui s'est appelé la Verrue, qui est le quartier de la Verrue. Parce qu'en fait, ils habitent dans une sorte de petite banlieue pavillonnaire un peu moche, alors que tous les environs, c'est plutôt la banlieue chic de Genève. Et donc ces deux couples se font face. Il y a bien évidemment une certaine forme de jalousie qui se crée et de fascination qui se crée. Et en fait, l'écriture de Joël Dicker, c'est une écriture de révélation. Donc chaque chapitre est un peu genre waouh, oh my god. Donc la première révélation, c'est que Greg, du couple, disons petit bourgeois, a une obsession pour Sophie au point de l'épier dans sa vie la plus intime, c'est-à-dire qu'il va la regarder au petit matin quand elle prend son café et tout ça, en mode stalker. Et on apprend assez rapidement que Greg, oh my god, il est policier malgré cette tendance à stalker ses voisins. Donc il y a le couple parfait, donc c'est Sophie et Arpad. Arpad, il est banquier, Sophie, elle est avocate fiscaliste, ils habitent dans une super baraque, ils sont trop beaux, leurs enfants, ils sont bien élevés. Ils ont une grosse présence sociale, beaucoup de charisme. Il est dit que Sophie, malgré ses 40 ans, elle est belle, malgré ses 40 ans. Donc oui, c'est le couple parfait, j'ai envie de dire. Ouais, ils font beaucoup l'amour. Et à chaque fois, c'est un peu genre... Au contraire de Greg et Karine. Greg et Karine, ils sont dans une banlieue moche. Karine, elle est vendeuse de prêt-à-porter. Greg, il est policier. Ils ne font même plus l'amour. Leurs enfants sont mal élevés. Ah ouais, il y a le passage où Karine réchauffe des lasagnes surgelées pour nourrir ses enfants. Oh là là, le scandale. Le scandale.
On a ces deux couples. Il y a Greg qui est obsédé par Sophie, mais on le comprend un peu parce qu'elle est tellement belle malgré ses 40 ans. Mais on se rend compte qu'il n'est pas le seul à l'observer parce qu'il y a une autre figure on va découvrir qui s'appelle Fauve, mais on va le dire tout de suite. Il y a une figure du passé de Arpad qui fait irruption, de Arpad et de Sophie, qui c'est Fauve. Sophie et Arpad découvrent que ceux qu'ils pensaient être des cambrioleurs les observent. Ils décident de demander à Greg de vérifier pendant le week-end qu'il n'y a pas de cambriolage en lui donnant les clés, et ça va permettre à Greg de foutre une caméra de surveillance dans la chambre du couple. Et donc il était déjà un peu obsédé, il devient turbo obsédé au point de regarder le couple faire l'amour. Au point de voler une caméra de son taf pour faire ça, par ailleurs. Ça, c'est important parce qu'en fait, le taf va s'en rendre compte qu'il a volé une caméra. Mais heureusement pour lui, Arpad et Fauve veulent fomenter un braquage dans une bijouterie à Genève. Et donc, ouf, Greg n'est pas débusqué comme un turbo obsédé, mais comme un policier qui fait un peu trop du zèle. On découvre aussi, à cette même occasion, un petit point adversaire de Emmanuel Carrère, que Arpad, il a perdu son job il y a 6 mois et il l'a dit à personne. Tu m'as dit que tu l'avais compris en amont. Ouais, assez tôt, je pense que tout était tellement parfait dans leur vie et il y avait une tellement grosse insistance sur les départs d'Arpad au travail dans son costume impeccable que ça me paraissait trop gros et que j'ai vraiment pas été étonnée quand Arpad a dit ouais, en fait, ça fait 6 mois que je fais plus rien et que je prends des cafés dans des parcs et voilà. Bah écoute, t'es très forte parce que moi, non, là pour le coup ça a marché. Joël Dicker a réussi à me surprendre. En fait, il a réussi à me surprendre sur tout. Hein. Moi, franchement, je suis vraiment pas une très bonne enquêtrice. Il y a aussi un autre point, c'est que il y a une histoire d'argent au noir qu'on comprend pas très bien. Mais en fait, Sophie, elle a des thunes comme ça, du cash. Et c'est comme ça qu'ils vont acheter un premier appart, puis un deuxième appart. Mais cet argent, d'abord, c'est assez mystérieux. Mais après, on comprend que c'est son père qui lui a donné de l'argent, qui s'est fait au noir parce qu'il est dans la restauration. Et après, on comprend qu'en fait, c'est faux et que c'est autre chose. Parce que le vrai braqueur, c'est pas Arpad. En fait, c'est Sophie qui est la braqueuse. En fait, non seulement Arpad, il a pas de taf, mais Sophie, elle braque des banques et des joailleries. Et donc, la vraie panthère, c'est elle. Et puis, dernier plot twist, le final, au final, c'est que la bijouterie qui devait être braquée, c'est pas la bonne bijouterie. Ouais, c'est ça. Putain, il y a une autre histoire. C'est que Sophie se rend compte qu'elle est observée par Greg et elle comprend qu'il y a une caméra dans sa chambre parce que Karine, la femme de Greg, découvre une vidéo d'elle en train de se masturber que Greg avait gardée sur son téléphone. Et donc, Karine pense que Greg et Sophie ont une liaison adultère, va voir Sophie voit la vidéo et comprend qu'en fait, elle est filmée à son insu. Et donc, elle crée une sorte de faux braquage pour attirer Greg et son unité de police chez Cartier, alors que Sophie et Fauve vont braquer une autre petite bijouterie. Et deux trucs marrants, c'est que Arpad, lui, n'est pas au courant et pense qu'il va braquer la Cartier avec Fauve, et en fait, il sert d'appât. Ça, c'est assez marrant. Ça, c'est quand même rigolo. C'est assez drôle. Et le deuxième, vraiment, il a l'air tellement paumé à ce moment-là, c'est marrant. Et le deuxième truc qui est marrant, c'est que oui, ils font un braquage, mais en fait, c'est avec le consentement du bijoutier qui a des dettes jusqu'au cou et qui a besoin de l'argent des assurances. Donc c'est pas un vrai, c'est pas un vrai vol, tu vois. C'est un vol avec le consentement du volé, c'est quand même... Et si vous avez suivi jusque-là, félicitations. Ouais, bravo. Et à la fin, Fauve se fait tuer par Greg et quoi d'autre? Sophie et Arpad vont s'installer au Costa Rica parce que pourquoi pas. Ouais, avec leurs gosses. Et Greg et Karine divorcent. Oui. Donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a vraiment énormément de retournements de situation, énormément d'effets, de manches. Tout est fonctionnel dans ce récit. Les personnages, les situations, le contexte et tout ça est subordonné à la possibilité d'un renversement de situation. Ce qui fait que le style est vraiment assez plat, en fait.
Tout le début du roman particulièrement, où Joël Dicker fait toute la préparation de son plot twist de « au final, tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes », il dure extrêmement longtemps et il est extrêmement plat parce qu'il consiste essentiellement à bâtir une image de la perfection d'Arpad et de Sophie, et c'était très long de mon côté. Et donc peut-être qu'on peut commencer par un peu rentrer dans le détail des personnages, parce qu'en fait ces personnages ont pas vraiment énormément de substance, ils ont quelques points saillants, c'est un peu des caractères qui sont là un peu pour justifier ce qui va se passer sur la suite. Donc par exemple si on prend Arpad, Arpad c'est le personnage de l'homme qui est un peu blessé dans son ego en permanence, qui tient à avoir une domination financière sur sa femme, et quand il était petit, son rêve, c'était d'être banquier. Il est quand même décrit principalement par la marque de sa voiture, la qualité de ses costumes, et par une certaine forme de blessure à l'ego. Bon, alors que je peux comprendre, le mec est au chômage depuis 6 mois, on est tous passés par là, c'est jamais très marrant. Et donc, cette blessure à l'ego et ce goût pour la richesse va expliquer beaucoup de choix qu'il va faire, et ça va créer des rebondissements dans ces choix-là, tu vois. Mais ce qui fait que c'est assez compliqué de comprendre ce que Sophie lui trouve. Parce que Sophie, elle est très amoureuse de son mari, Arpad. Mais en même temps, et comme il a pas énormément de substance et que, à part cette blessure à l'ego et son goût pour les costumes Loro Piana, on n'a pas énormément d'informations sur lui. Oui. Pour le coup, Sophie, elle est décrite. Bon, à nouveau, je trouve que c'est pas un personnage très profond, mais elle est beaucoup plus décrite. Et elle, pour le coup, c'est un peu la femme parfaite, quoi. Oh, Sophie, la première image qu'on a d'elle, c'est elle en mini kimono dans sa cuisine par un personnage masculin, donc Greg, qui est en train de l'observer. On en discutait tout à l'heure, c'est ce qui va porter le personnage de Sophie tout le reste du bouquin, c'est le regard masculin, et c'est ce fantasme de personnage féminin sauvage que quelqu'un a réussi à capturer, mine de rien. Mais comme tu disais, Arpad, il a réussi à capturer une personne, et en fait, on sait pas trop pourquoi. Et ce qui est marrant, c'est que Greg, il la voit un peu à la dérobée. Par exemple, cette histoire de mini kimono, c'est marrant parce que Sophie, elle pourrait être en vieux pyjama dégueulasse, tu vois. Pourquoi pas? Enfin, ça me paraît bizarre. Mais jamais en vieux pyjama dégueulasse. C'est ça. Ou tu sais, s'il y a le passage avec les pieds, là, où elle enlève ses escarpins et regarde ses pieds, et ses pieds sont parfaitement manucurés, et quiconque a porté des escarpins sait que si tu enlèves tes escarpins après une journée de travail, tes pieds, ils sont pas tout mignons. Tes pieds, ils sont dégueulasses. Ils ont mal. Ouais, ils sont tout rouges. Et donc tu vois, c'est marrant parce que il y a ce contraste qui est qu'il y a un homme qui est obsédé par elle au point de la regarder un peu par surprise, mais elle n'est jamais dans un moment de faiblesse. Elle est tout le temps parfaite, tu vois. Non, elle est vraiment. On a tous envie d'être elle, et en même temps, on la déteste toute parce que elle n'existe pas, elle n'a aucune réalité. Ouais. Dans son passé, Joël Dicker essaye d'en faire un personnage hyper intelligent et hyper réfléchi, mais même ça tombe un peu à côté parce que en fait, là encore, elle se comporte de manière parfaite. À un moment donné, elle supporte le fait que son patron l'appelle mon petit, parce que de toute façon, elle sait qu'elle aura des occasions sociales de s'élever et que du coup, tout sera parfait. Donc en fait, elle ravale sa colère et puis voilà, tranquille. Ce qui est marrant, c'est que genre elle est super intelligente et elle est super forte à son job. Et c'est quoi son job? C'est aider les gens à frauder au fisc. Aider les Français à frauder au fisc en Suisse. En ayant des comptes en banque en Suisse. Et un dernier point, après on passera aux autres personnages, c'est un passage que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a un peu une tendance sur les réseaux sociaux et la littérature en ce moment, c'est les gens qui prennent en photo les passages un peu les scènes de sexe, en fait. C'est parfois assez normal, enfin je comprends l'idée, quand Bruno Le Maire fait un passage érotique dans un roman, c'est marrant d'imaginer le ministre de l'économie le faire. Mais là c'était une scène un peu BDSM où Arpad va utiliser des menottes sur sa femme Sophie, allez, je vais lire le texte, je sais pas si je vais le garder au montage, mais voilà. Comme Arpad est mal dans sa peau et a une blessure à l'ego, Sophie va prendre les choses en main.
Guidée par son intuition, Sophie ouvrit le tiroir de sa table de nuit, s'empara de la paire de menottes et s'attacha au mouton du lit. Elle lui chuchota « Vas-y, mon amour ». D'un geste animal, il releva sa nuisette, baissa sa culotte et entra en elle. Elle sourit, la réparation avait fonctionné. C'est vraiment la femme parfaite, Sophie, tu vois. Aïe, aïe. Elle sait exactement ce que veut son homme d'un point de vue sexuel. Et elle accepte ces pratiques sans mise en place, sans. C'est elle-même qui s'attache au montant du lit. Ouais, et puis elle a pas besoin de préliminaires. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans tous les torchons que j'ai traités depuis le début de ce podcast, c'est que tous ces livres, dès qu'ils ont un moment de érotique, se refusent à exprimer le moindre préliminaire. Et donc, il y a ce côté où Sophie, elle est tellement parfaite que t'as même pas besoin tu peux juste la consommer, quoi. T'as même pas besoin de lui faire vraiment plus plaisir que ça. Je pense que c'est un excellent mot que tu viens d'utiliser, le verbe consommer, parce que en fait, toutes les scènes de sexe que observe Greg, il y en a pas tant, hein, doit y en avoir 2-3 dans le bouquin. Ben, Sophie est toujours présentée de la même manière. Sophie s'offre, Sophie s'attache. Elle n'a pas le droit au plaisir de son côté. Et comme tu dis, en fait, c'est vraiment de la consommation de sexe de sa femme par le sexe, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est elle l'animal sauvage. C'est elle qui est la braqueuse, c'est elle qui est censée être en plus de ça un personnage indépendant, mais jamais de ce point de vue-là. C'est-à-dire que elle sera indépendante justement dans les braquages, mais en fait, et tu vois, il y a toute cette discussion sur genre oui, en fait, c'est un animal sauvage, c'est une panthère, cette vie, elle est pas faite pour toi, mais à aucun moment elle-même se rebelle contre cette mise à disposition de son corps. Je commence à rentrer à nouveau. Je pense que Joël Dicker, j'attends pas de lui que ce soit ni Simone de Beauvoir en mode genre il est super féministe, il écrit des personnages ultra féminins, féministes, ni non plus genre Cardi B en mode passage érotique où il va rentrer dans les détails des préliminaires. Mais quand même, je trouve que ce côté où tu comprends bien que Joël Dicker, il veut créer ce personnage plus que parfait, mais en même temps un peu rebelle, mais rebelle seulement qui ne se rebellera jamais contre aucun des hommes autour d'elle, mais uniquement une sorte de rébellion performative du type braquage. C'est un peu la meuf rebelle, mais selon un homme, tu vois. Ouais, c'est un peu le fantasme de la good girl gone bad. Elle est hyper innocente, hyper bourgeoise, hyper plein de choses. Et en fait, son kiff, c'est quand même d'aller braquer des banques. Donc, il y a un peu de sauvagerie au fond d'elle. Oui, mais sans aller jusqu'à vouloir que Joël Dicker soit féministe ou quoi que ce soit. C'est juste que ça montre à quel point le personnage féminin de Sophie manque d'une profondeur terrible. Enfin, et finalement, il y a le personnage du braqueur, donc Fauve, qui a genre 10 ans de plus, et qui est un peu une sorte de braqueur noble, romantique. Alors, ce qui est trop drôle, c'est qu'il est censé être anarchiste, mais alors, c'est sur le papier. alors, il est genre anarchiste, mais alors, il ne dit jamais un seul mot qui pourrait laisser à penser qu'il est anarchiste, quoi. Il commet des braquages, c'est quand même l'anarchie. Waouh, on est très très haut dans l'anarchie, hein. Après, à nouveau, je m'attendais pas à ce qu'il hurle ni Dieu ni maître, mais à nouveau, il y a un côté très fonctionnel. Il est anarchiste. Enfin, le mot anarchiste est donné pour justifier la conduite du récit, en fait. La fascination de Sophie en tant que bourgeoise, un peu fascinée par ce mec qui remet en cause son système. Et à la fin, on a cette impression qu'elle va finir avec Fauve, et que c'est finalement lui, sa transgression. Mais non, en fait, elle rentre bien gentiment avec son mari à la fin, et Fauve se fait tuer par Greg. Mais voilà. Mais bon, sinon, Fauve, à nouveau, est ultra fonctionnel. C'est le braqueur romantique qui aime Sophie sans rien attendre en retour, et qui lui offre des braquages en anniversaire, quoi. Oui. Pour mon anniversaire, ne cherchez rien, seulement un braquage. Un peu d'adrénaline. Mais après, tu vois, tu peux faire autre chose, quoi, du kitesurf. Je sais pas, il y a d'autres formes d'adrénaline qui marchent bien. Et le dernier on a 2 personnages féminins en plus de Sophie. On a le personnage de Marion, qui est une policière. Et c'est le personnage qui n'a aucune cohérence. Enfin, l'unique cohérence qu'elle a, c'est que elle va justifier énormément de rebondissements.
Non, elle a rien, hein. La première fois qu'on la voit apparaître, on a l'impression que c'est une chaudasse enfin non, on n'a pas l'impression, c'est une chaudasse. C'est une chaudasse qui prend des risques auprès d'un homme qu'elle ne connaît au final que très peu de loin. Elle pense qu'il est célibataire, elle fait aucune recherche dessus, enfin vraiment. Puis au final, elle veut autre chose, elle veut plus, et c'est pas seulement une chaudasse, c'est une personne avec un vrai cœur. Et au final, elle s'aperçoit que Greg est marié, et du coup, elle a le cœur brisé. Paf, elle dit qu'elle va porter plainte pour viol. Non, mais c'est dingue parce que, enfin, franchement, rien que de t'entendre relire l'histoire, comment tu peux draguer un collègue, parce que c'est littéralement un collègue, et ne pas te renseigner auprès de collègues en commun de la situation familiale de ton collègue en question. Bon, ça, c'est déjà la première incohérence. Ensuite, elle commence à envoyer des photos d'elle toute nue à un quasi inconnu, et après, le chapitre suivant, elle est en train de fantasmer sur l'idée de se mettre en couple avec ce mec, littéralement 3 jours plus tard. Et franchement, cette histoire de viol, c'est vraiment, genre, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça donne cette impression que Joel Dicker, il a vaguement entendu parler de MeToo et il s'est dit, oh, et si j'avais un énorme cerveau et que, en fait, les femmes qui accusent les hommes de viol, eh bien, elles mentent. Ce qui commence à devenir une sorte de cliché littéraire plus que d'autre chose, quoi. Donc, le passage dit, Marion attendit que sa collègue se soit éloignée pour dire à Greg, écoute-moi bien, du con. Lâche-moi la grappe ou je porte plainte pour viol. C'est compris? Pour viol, répéta Greg d'un ton de défiance alors qu'il n'en menait pas large. Un rapport sans consentement, c'est un viol, non? Sans consentement? Mais c'est toi qui m'as envoyé ces photos, qui m'as invité chez toi et qui m'est monté dessus. Tu avais clairement envie de sexe. Tu ne peux pas prétendre le contraire. J'avais envie de sexe, mais pas du tout comme ça s'est passé. C'était un viol, Greg. Mais si tu as vraiment un doute, la prochaine fois qu'on voit le procureur, on devrait lui poser la question. Greg repartit. Il était très contrarié. Je sais pas comment dire ça. Déjà, ça ne sert à rien. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de passages très fonctionnels. Ce passage-là est là peut-être pour juste mettre la pression sur Greg et montrer que l'étau se resserre sur ce personnage-là. Greg, c'est un personnage qui est assez détestable, qui est un peu obsessionnel, qui est un gros obsédé sexuel. Et là, petit à petit, le piège se referme sur lui. Donc, il y a un côté fonctionnel, mais qui est un peu bizarre. Et ensuite, ouais, il y a un côté où Joel Dicker a voulu jouer au mec intelligent, quoi. Genre, ah ouais, imagine, en fait. Et on en parlera peut-être tout à l'heure lors d'un autre personnage féminin. Personnellement, j'ai un peu l'impression que Joel Dicker n'a aucune appétence pour la psychologie féminine, ou pas pour la psychologie féminine en soi, mais aucune appétence pour découvrir vraiment ce qui peut motiver une femme, la manière dont elle peut se comporter. Aucune femme n'envoie des photos nues d'elle à quelqu'un avec lequel elle a causé 2 fois, mais ne serait-ce que parce que elle a peur que ces photos sortent du cadre dans lequel elles ont été envoyées, ne serait-ce que parce que en fait, les nudes chez les femmes, c'est vraiment dans des cas très intimes. Enfin, t'as bien raison de le dire, parce que imagine, t'envoies des nudes à un collègue. Bah, le collègue, il va le partager avec d'autres collègues. Je sais pas comment dire ça, mais les nudes, ça se partage, et ça se partage entre hommes. Et t'es une femme dans la police, t'envoies pas un nude à un collègue masculin, parce que c'est pas un environnement de travail des plus apaisés, tu vois. Clairement pas. Non, mais gardez vos nudes pour vous de toute manière, mais jamais avec quelqu'un du travail. Non, donc c'est un peu illogique. Et donc après qu'elle dise, ah ouais, en fait, je voulais du sexe, mais pas comme ça. C'est donc un viol. Enfin, c'est pas. Enfin bref, je pense qu'il faut pas trop qu'on s'étende là-dessus, parce que je trouve que c'est juste complètement crétin, en fait. Ouais. À nouveau, j'attends pas de Joel Dicker d'être un grand féministe, mais j'attends pas de lui une crétinerie. Oui. Pareil, quoi. Et donc il faut qu'on finisse. Bon, on a parlé un peu de Greg dans tout ça, qui est le personnage du policier, alors qui est aussi beaucoup décrit par le fait qu'il est vraiment BG et musclé, mais c'est un énorme obsessionnel, pervers. Donc c'est un personnage, ce qui est un peu bizarre dans ma lecture et que j'explique pas tellement, c'est que j'étais totalement désintéressée par cette obsession. Et c'était même pas que j'étais là genre, oh, cet homme est dégueulasse, mais j'étais vraiment genre, enfin vraiment ça ne m'atteignait pas, quoi. Il faisait des trucs de dinguerie, des grosses dingueries, et pourtant j'étais là genre, ok. Bah, il met quand même une caméra pour observer un couple dans son intimité à un moment donné,
Mais moi, je me l'explique d'une manière, et je sais pas si ma théorie est réelle ou pas. Au final, ce personnage est pas tant écrit de manière dégoûtante. Il est hyper justifié tout au long du bouquin. Il a une obsession sur Sophie. Bah, c'est parce que sa femme le délaisse, c'est parce qu'elle prend plus soin d'elle. Il se comporte de manière caricaturale avec Marion. Oui, mais en même temps, c'est parce que chez lui, il a plus ça. Après, moi, je trouve que c'est une question de style aussi. Je trouve que le style de Joël Dicker étant tellement neutre que, en fait, on se rend même pas compte que ces personnages sont des gros dingues parce qu'en fait, enfin là, j'ai lu un passage de dialogue. Tout est très, c'est une écriture très blanche qui ne donne rien, aucune aspérité, et donc on a du mal à trouver des aspérités à ces personnages qui quand même en ont, tout simplement à cause de l'écriture derrière, quoi. Après, t'as raison et en fait, il faut qu'on en parle parce que moi, je suis team justice pour Karine. Hein. Karine, c'est la femme de Greg et c'est un peu le pendant négatif de Sophie. Tu vois, par exemple, Karine, elle a pas de vernis sur les ongles, tu vois. Elle a pas de voiture, donc elle prend le bus pour aller travailler. Et donc Karine, elle a ce côté où c'est vraiment la grosse loseuse, quoi. Et elle ne se rend pas disponible sexuellement et émotionnellement auprès de son mari, qui lui-même, franchement, la délaisse à fond, quoi. Ne fait aucun effort. Et donc c'est limite un peu sa faute s'il s'intéresse à Sophie à ce point, c'est parce que elle-même n'est pas disponible. Et quand elle fait des efforts du type allez, on va passer un petit week-end ensemble, et c'est déjà trop tard. Son mec est tellement obsédé par cette histoire de braquage qu'il la laissera tomber, quoi. C'est c'est non seulement une loseuse, mais c'est une personnalité de loseuse quasiment, parce qu'elle est jalouse de Sophie. Elle devient amie petit à petit avec Sophie, et elle est jalouse de à quel point ça se passe bien entre elle et Arpad. Et c'est un peu cette idée, je pense que les losers ont une personnalité, une manière d'être de loser, au lieu d'être heureux pour la richesse des autres et la réussite des autres. Et bien la seule chose, c'est que ils sont dans leur jalousie. T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi, quoi. Ouais. Bah d'ailleurs, ils ont une piscine, hein. Tout à fait. Non, mais je trouve que c'est marrant parce qu'il essaye de nous montrer de manière très grossière le duo fascination quasi amoureuse / envie obsessionnelle. Du type Karine, elle est très envieuse, mais en même temps, elle est quasiment amoureuse de Sophie aussi, tu vois. Ouais. Et à nouveau, t'as un peu l'impression que Joël Dicker, il dit, ouais, j'ai un énorme cerveau. Je suis, enfin, genre, c'est super psychologique ce que je viens de faire là. Et non, c'est juste un truc assez classique. C'est vrai qu'on est envieux de gens qu'on aime un peu, quoi. Et sinon, on est totalement inintéressé par les personnes en question, tu vois. Et c'est un peu genre grossier. Le mouvement du récit est porté par la relation entre ce couple un peu loser, un peu petit bourgeois, et ce couple grand bourgeois super stylé. Et finalement, il y a un couple qui explose, qui est encore plus loser à la fin, encore plus nul. Et le couple de riches, il en ressort encore plus stylé, encore plus vertueux, encore plus chic, tu vois. Oui. Et donc, il y a un peu une sorte de commentaire social impossible où les riches, en fait, sont les gentils. Ils ont raison d'être riches, alors que les petits bourgeois, ils ne méritent que notre mépris, tu vois. Et t'as un peu cette impression légère. Enfin, je commence à être un peu dure, mais j'ai cette impression que Joël Dicker lui-même a une certaine forme de mépris de classe, tu vois. Complètement. Personnellement, on l'a dit tout à l'heure quand on en reparlait, on peut pas non plus s'attendre à ce qu'un thriller vienne et refasse toute une analyse des rapports entre classes sociales, etc. Mais ça commence par, au final, une analyse de classe, puisque la Verrue est un quartier populaire au sein d'un quartier riche, et on se dit ah tiens, va y avoir quelque chose d'intéressant peut-être qui va être tiré là-dessus. Tout le thriller est autour de l'argent et de ce que permet l'argent. Tout le thriller repose sur la capacité financière d'Arpad et de Sophie à s'acheter une belle maison, à aller au Costa Rica. Par contre, ils ont l'air de prétendre que ils n'auront plus rien s'ils vont au Costa Rica, donc ils seront heureux en étant pauvres au Costa Rica. Ok. Mais de l'autre côté, en fait, on n'en parle jamais et c'est juste laissé là en mode genre Karine est dans sa jalousie, elle est juste pas assez bien et c'est tout. Et vraiment, il y a un rendez-vous manqué en fait.
Enfin, oui, c'est ça. On n'attend pas de Joël Dicker de faire une paraphrase de Marx, hein, mais en fait, il est obligé pour créer de la tension dans le récit qui va créer des rebondissements, de créer ce système d'obsession. Mais à aucun moment, en fait, il s'arrête là et il dit genre non, mais par contre, on va pas parler de richesse autrement que dans ce côté un peu goodies. Alors, il y a une grande passion immobilier genevois. Oh là là. J'ai l'impression que Joël Dicker a investi dans l'immobilier récemment et ça se retrouve dans son livre. Les commentaires sur les différents quartiers où il fait bon vivre à Genève. On est vraiment genre dans une petite brochure d'immobilier, genre hauteur sur plafond, moulure, 5e étage, exposition sud. Dans les discussions de trentenaires qui viennent d'acheter leur appart. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les taux des banques. Le taux d'emprunt, la meilleure manière d'optimiser son achat. Ah oui, il y a un gros moment aussi, comment faire de l'évasion fiscale, comment blanchir de l'argent. Il y a un côté très... alors peut-être que c'est le problème du style à nouveau, hein, mais t'as cette impression qu'il nous donne un peu des petites idées sur comment faire pour gruger, quoi. Et d'ailleurs, moi j'ai mis un post-it kink évasion fiscale à un moment donné, page 147. Arpad lui décrit toute une situation pour blanchir petit à petit un argent en cash dont elle lui dit qu'il vient de son père, mais où au final on devinera plus tard qu'il vient de ses braquages. Il lui décrit tout un système pour le faire, et c'est quand même du coup un banquier et une avocat fiscaliste qui discutent de la meilleure manière de blanchir de l'argent. Et là, c'est marqué, Arpad avait l'air tellement sûr de lui. Il avait un côté mauvais garçon qui plaisait terriblement à Sophie. Eh oui, moi, c'est mon côté un peu rocker. Je connais toutes les meilleures niches fiscales. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que ça donne cette impression que Joël Dicker veut nous dire, ouais, tout n'est pas rose chez les riches sont en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi un autre passage quand il est à Saint-Trope avec son beauf, là, qui est, chirurgien esthétique à Cannes, et là il découvre que son beauf, il fait des petites opérations au noir, et il a genre mais non, c'est vrai, tu fais des opérations au noir, et les autres personnages sont là genre mais voyons, toi qui es banquier en Suisse, tu devrais savoir, et il est genre trop choqué, genre quoi, vous faites du black? Ça n'aide pas à enlever une certaine marque que les Français ont sur les Suisses, ou du moins certains préjugés que les Français ont sur les Suisses, comme des gens excellents en évasion fiscale et en système bancaire, obsédés par l'optimisation. Et obsédés par la bijouterie, parce qu'évidemment, il y a cette histoire de joaillier, et en particulier par... Alors ça, c'est vraiment dingue, cette histoire, parce que, voilà, j'ai une théorie du complot, c'est le moment où je mets ma casquette de complotiste. Voilà, ce ne repose sur rien que sur ma lecture de Un animal sauvage de Joël Dicker, qui est que donc l'héroïne Sophie, qui est trop belle, trop stylée, vraiment la plus belle femme au monde, elle a sur la cuisse un tatouage de panthère. Et donc pour son anniversaire de 40 ans, Arpad va chez Cartier, dont l'animal totem est la panthère, pour lui offrir une bague en forme de panthère. Et ensuite, cette bague va être l'occasion de faire une sorte de faux braquage chez Cartier. Et donc le mot Cartier est répété à longueur de... Le bijou est montré comme étant le plus beau bijou qu'il aurait pu acheter à sa femme, et sa femme est représentée comme la femme la plus belle femme au monde. Et donc ma théorie de complotiste de dingo, c'est que Joël Dicker a reçu de l'argent de Cartier pour faire un product placement par Cartier. Plus t'en parles, plus je pense que c'est possible, hein. Parce que l'alternative à ça, il y a deux, enfin, soit Cartier explicitement a demandé à Joël Dicker d'écrire un livre pour créer de l'histoire autour de Cartier, soit Joël Dicker est tellement un bon Yankee, il a tellement bu le Kool-Aid de Cartier que tout seul comme un grand, il y a tout le service marketing là des dernières années de Cartier qui ont réussi ce coup de maître, qui est que l'un des romanciers les plus lus en France écrive une sorte de panégyrique de la marque Cartier et en fasse un truc ultra romantique, ultra romanesque. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Je laisserai les auditeurs choisir.
Moi, je préfère ma théorie du complot qui est que on est face à de la publicité non déclarée. Et petite, si vous songez à vous acheter cette bague, on a fait nos recherches et elle est entre 10 000 et 40 000 euros selon la version que vous choisissez, donc elle est pas non plus hyper atteignable. Hein. On sait jamais, hein. Sûrement, derrière, il y a beaucoup de... déjà, il y a plein de lecteurs de Dicker qui sont genevois. Et si j'ai bien appris une chose grâce à Joël Dicker et Un animal sauvage, c'est que les genevois sont pétés de thunes. Je trouve qu'on arrive à un peu la critique finale de ce livre, qui est que c'est un livre qui a comme unique objectif de créer rebondissement sur rebondissement sur rebondissement sur rebondissement pour nous obliger de tourner les pages et tourner les pages et tourner les 400 pages. Et donc, Joël Dicker se refuse de prendre le moindre risque d'un point de vue écriture des personnages, d'un point de vue psychologie, d'un point de vue commentaire social, d'un point de vue commentaire féministe, je m'y attendais pas, mais bon, je suis quand même déçue. En fait, on est face à une écriture, et même stylistiquement, par exemple, il y a un côté très... Il est plat, il est très plat dans la manière dont il décrit les choses, il va pas en profondeur, ses descriptions sont assez égales. Non, c'est pas quelque chose qui embarque, quoi. Il fait ce truc qui est que, au lieu de montrer des choses et utiliser la puissance d'évocation du langage, il va juste les dire. Donc, par exemple, quand Arpad pense que Sophie le trompe, il va dire du style, Arpad était bouleversé. Mais à aucun moment, il donne des trucs du style, il a mal au ventre. Enfin, tu vois, des évocations, quoi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est bouleversé? Et à la place, il va juste rester très factuel, quoi. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a 2 passages du roman qui me reviennent en tête, page 75 et page 91, où il décrit la scène comme si c'était, du point de vue extérieur, et il dit, on aurait dit une pub, on aurait dit un film. Et c'est vraiment, pour moi, ce manque de puissance évocatrice où il a besoin de nous dire que cette scène est comme une pub ou cette scène est comme un film pour qu'on comprenne l'intention qu'il a voulu mettre derrière. En plus, c'est trop un passage ridicule, c'est quand elle lui sert son coca, non? Oui, c'est quand elle lui sert son coca et elle lui met des tranches de citron parfaites sur ses glaçons, ce que n'aurait jamais fait Karine, évidemment. Oui. La femme, elle est tellement parfaite, Sophie, elle est tellement parfaite que ses ongles, ils sont manicurés et elle lui met des petits citrons dans son coca. Ça donne une certaine idée de qu'est-ce que c'est que les fantasmes profonds de Joël Dicker. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais moi, je dirais que le bouquin, pour conclure un peu, je le trouve assez prétentieux et je trouve que le marketing qui a été fait autour et la communication qui a été fait autour, ne serait-ce que la 4e de couverture, tout est assez prétentieux. Alors que, en réalité, on se retrouve avec un espèce de roman de gare, qui se lit, il se lit extrêmement rapidement. Je m'attendais à avoir plus de difficultés à le lire et au final, je l'ai expédié assez rapidement. Il y a des rebondissements dans tous les recoins, les personnages se passent, voilà. Mais c'est tout, c'est pas le thriller du siècle, il y a aucun renouvellement du genre, il y a aucune proposition nouvelle. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu, moi j'ai lu beaucoup de thrillers à une certaine époque, j'ai l'impression de me retrouver avec un Mary Higgins Clark. Et Mary Higgins Clark, c'est le XXe siècle, c'est vraiment pas la littérature la plus jeune en termes d'écriture, et puis c'est hyper cliché. Je pense que moi c'est le reproche principal que j'ai à faire au bouquin, c'est que c'est ultra prétentieux pour un truc qui au final, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Ouais, et puis qui utilise la figure du riche de manière juste pour aiguiser la fascination du lecteur et pas tellement pour autre chose, quoi. Il faudrait que je commence à créer une sorte d'échelle du torchon, tu vois. C'est plutôt bien écrit, ça se lit, tu vois, c'est sympa. Et donc moi, j'ai une autre théorie du complot qui est que moi j'ai eu l'impression de lire un scénario et j'ai cette impression que Joël Dicker, il écrit des livres comme il a réussi à faire adapter son 2e roman là. L'affaire Harry Kéber. Et ce livre se lit comme un scénario pour une mini-série ou pour un téléfilm, parce que je pense que c'est un matériel qui est facile à adapter à l'écran et finalement l'écran va apporter le complément d'âme qui manque à l'écriture, c'est-à-dire qu'avec de bons acteurs, un bon réalisateur, une bonne image,
je pense qu'on peut être capable d'en faire quelque chose de plus que divertissant, enfin en tout cas de très divertissant. C'est quand même un livre très divertissant à ce stade. Alors je demande à voir, je suis moins convaincue que toi, mais j'entends la réflexion derrière et la théorie semble se tenir pour moi. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée d'adapter un Joël Dicker aussi d'un point de vue business, tu vois. Ah, ça, c'est, à mon avis, tout le monde se rue dessus, comme ça avait été le cas sur La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Hein. Mais s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et ils adorent Joël Dicker, ils adorent les lire, moi je peux totalement entendre que ça soit une bonne lecture très sympa, tu vois. C'est un bouquin, effectivement, ça se lit rapidement et je pense que je comprends très bien l'intérêt. Après, je pense que c'est même pas forcément le genre de bouquin vers lequel je me tournerais personnellement moi, si je veux débrancher mon cerveau et juste avoir le plaisir d'une histoire qui se déroule. Si je veux un thriller un peu sympa, ok, je vais reprendre un Agatha Christie, hein, j'avoue. En parlant de recommandations de livres à lire à la place, déjà, c'est pas tant une recommandation que j'avais, c'est plus genre une envie que j'ai eue en reposant ce livre, c'est de lire des Maigret de Georges Simenon, parce que dans mon souvenir, Maigret, c'est quand même le policier qui va justement permettre une réflexion sur les classes sociales, l'entre-soi. Il va aller de milieu en milieu et donc grâce à ses meurtres et à toutes ces histoires, et ben il va nous faire découvrir des milieux sociaux. Et donc il y a un côté très sociologique qui est assez, dans mon souvenir, était assez sympa. Donc je me dis genre peut-être le contrepoint à Joël Dicker, ça serait Maigret en fait. Ensuite, moi j'ai 2 recommandations à faire. Le premier, c'est que j'arrêtais pas de me plaindre à mon mec du fait que l'écriture de Joël Dicker était très plate et que franchement ça me donnait cette impression de neutralité qu'on retrouve dans le cliché qu'on a de la Suisse. Et donc il m'a obligée, il m'a littéralement mis le livre entre mes mains, de lire du Chessex, qui est un auteur suisse du XXe siècle, qui est, je crois, mort en 2009. Et donc, j'ai lu Un juif pour l'exemple, qui est son dernier livre. C'est très, très dark. C'est très dur à lire. C'est des tout petits romans, hein, Chessex. Et ça enlève totalement cette idée que la Suisse et les Suisses et les auteurs suisses sont des gens neutres et que ce sont la neutralité incarnée, parce que à l'inverse, grâce à Chessex, on a cette image comme ça de noirceur et de complexité qu'on n'a pas du tout chez Joël Dicker. Mais bon, ça pour le coup, Chessex, c'est pas du tout un polar. Et ensuite, en termes de polar, le dernier que j'ai lu qui m'a beaucoup plu, ça s'appelle J'ai quelques questions à vous poser de Rebecca Makkai. Est-ce que ça m'a plu parce que l'enquêtrice est podcasteuse? Non, parce qu'à l'époque, j'avais pas de podcast. Mais c'est l'histoire d'une podcasteuse à succès de true crime, donc de faits divers, qui va retourner dans sa pension dans son lycée où elle était en pension pour donner des cours à des élèves pour qu'ils fassent eux-mêmes leur podcast de true crime. Et ils vont commencer à enquêter sur la mort d'une élève qui était en fait la camarade de classe de la podcasteuse en question. Et ce qui est vraiment sympa dans ce polar, c'est que l'enquêtrice est beaucoup dans le déni. Elle est beaucoup genre non mais ça m'intéresse juste parce que voilà, c'est comme ça. Alors qu'en vrai, on sent qu'elle est un peu mouillée dans toute cette histoire et qu'elle le fait pas, elle le fait avec un certain intérêt. Et toi alors, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs? Eh ben, c'est pas vraiment un livre parce que j'ai un peu abandonné le côté thriller depuis un certain temps maintenant. C'est vraiment plus trop une lecture que je fais aujourd'hui. Par contre, j'ai vu la série sur Disney+, Only Murders in the Building. Si vous aimez les rebondissements, si vous aimez un peu un côté humoristique, si vous aimez le côté, comme tu viens de le dire, podcast, true crime, etc., ça coche tous les points. Et je pense qu'il y a cet élément de les rebondissements qui passent vachement mieux à la télé ou du moins sur le petit écran plutôt que dans un livre, parce que là il y a du rebondissement dans tous les sens, mais ça passe plutôt bien. Et surtout dans la saison 3, il y a Meryl Streep, et est-ce que c'est pas un goal de toutes les séries que d'avoir Meryl Streep? Mais pas vraiment de bouquin à conseiller sur cet épisode-là. Peut-être plus d'inspiration dans le prochain Torchon. Non, mais ça donnera l'occasion à nos auditeurs de nous conseiller des polars, des bons polars évidemment, à lire. Pour cet été, c'est important.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.